Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre apéro philo du samedi 19h. Eh bien, ce soir, comme grande question, on va se demander ce qui reste de l'autorité. On va se le demander avec Christian Estrosi, député maire de Nice, où s'est déroulée mardi une attaque terroriste. Jean-Paul Brigelli, qui est lui professeur au lycée Thiers, le grand lycée de Marseille, auteur de nombreux livres sur l'école, dont le dernier, Tableau noir. Et puis Fadela Amara, ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, et puis surtout, il faut bien le dire, l'ancienne fondatrice, la fondatrice de l'organisation Ni pute ni soumise. Face à nos trois invités, nos trois agrégés de philosophie que le monde entier nous envie, Eliette Abécassis, Mazarine Pinjot et puis Géraldine Mühlmann. Alors pendant toute cette émission, vous pouvez nous insulter, nous critiquer, nous soutenir aussi sur hashtag LGQ, hashtag les grandes questions. Alors on va commencer par vous, Christian Estrosi. Justement, quand on est maire comme ça d'une grande ville où se passe ce qui s'est passé mardi, comment on réagit? On se dit c'est quoi? C'est la faute à qui? À quoi? Et bien sûr, il y a le terrorisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de délitement général? Manque d'autorité? Bon, d'abord, ce qui s'est passé à Nice est un phénomène à la fois dramatique, à un moment très émotionnel dans notre pays, mais où nous voyons que partout sur la scène internationale, avec y compris des pilotes jordaniens, des émissaires japonais, etc., le monde entier aujourd'hui est effrayé par cette montée de ce type de barbarie. Donc pour vous parler de Nice, bien évidemment, le maire d'une grande ville de France, après ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Paris, après des provocations dans des villes de France sur des villages de Noël, nous sommes dans cette émotion collective. Et je pense à ces militaires que je suis allé saluer, auxquels j'ai voulu rendre hommage, avec le ministre de l'Intérieur, de la Défense. Mais dans notre société aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'il vaut mieux pas être prof, militaire, policier, enfin tout ce qui incarne un peu d'autorité. Dès qu'on incarne un peu d'autorité, y compris des hommes politiques, où nous vivons sous un certain nombre de menaces quotidiennes, et on le voit sur les réseaux, tout ce qui incarne l'autorité aujourd'hui est un symbole auquel il faut s'attaquer sous une forme ou sous une autre. En l'occurrence, on est un peu dans le cadre d'une guerre. Nous sommes en guerre en Irak, nous sommes en guerre au Mali, nous sommes en guerre sur bien des territoires du monde pour défendre un modèle qui est le nôtre. Et en même temps, on s'attaque à ce modèle chez nous. C'était la liberté d'expression avec des journalistes, c'était des juifs parce qu'ils étaient juifs, c'était des policiers parce qu'ils incarnaient l'autorité de l'État. À Nice mardi, c'était des militaires parce qu'ils représentaient la protection, la prévention face à devant le centre menaces, juif d'ailleurs, il faut bien dire les choses. Et devant un lieu de confession juive, et je veux dire à cet égard, puisqu'il protégeait un lieu de confession juive parce que c'était un lieu de confession juive, qu'il y avait un symbole fort dans cette agression qui était délibérée, qui était préméditée, et qui suscite en moi une émotion profonde, parce qu'on a l'impression qu'au fil des ans, à force de banaliser, de laisser faire, de laisser dire qu'après tout, que des actes d'antisémitisme puissent monter en puissance dans notre pays, bon, ça fait partie de notre quotidien, hein, on finit par s'y habituer, alors que nous n'avons pas le droit de laisser notre société s'accoutumer à cela. C'est comme si on revenait au temps épouvantable du nazisme, où un juif avait le devoir de se promener avec une étoile, et où on finit par se dire, il y a des lieux de confession juive, il faut mettre en garde statique désormais des militaires, des policiers, admettre que les choses sont ainsi. Elles ne peuvent pas rester ainsi. Et si on ne rétablit pas ce symbole d'autorité pour faire comprendre que les valeurs de la République et les valeurs de la France, c'est autre chose, eh bien je pense que nous continuerons à nous enfoncer dans un cycle infernal où nous ne rétablirons pas les piliers fondateurs de la République. Alors la question qu'on a envie de vous poser à vous, Jean-Paul Brigelli, alors vous prêchez comme ça pour un retour de l'autorité depuis des décennies déjà, hein, de parti de la gauche, là maintenant vous êtes un peu plus à droite. Vous pensez que c'est possible de faire revenir l'autorité ?
Il faut dire une chose avant tout, quand c'est on voit que l'état dans lequel est la France aujourd'hui, les gens qui s'attaquent à l'autorité actuellement ne sont pas les anarchistes de la bande à Bono. ce sont des terroristes. Hein, ce sont des gens qui veulent Islamistes. mettre une autre Ouais. autorité à la place de l'autorité. Voilà, c'est ça surtout qui compte. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un état de guerre. C'est pas moi qui le dis. Hein. Je veux dire, c'est Valls qui a repris ce que disait Umberto Eco. Etc. Tout le monde est en train de dire que c'est un état de guerre véritable. Pour reprendre l'exemple niçois, quelques jours avant, à Nice, il y a un gosse de 8 ans qui a tenu en classe des propos d'apologie du terrorisme. Bon, on s'étonne qu'on le signale à la police. Les parents arrivent et insultent tout le monde en disant « Comment vous avez touché à mon enfant, à moi ?» Où on est là? Où on est exactement? Qui devrait être inculpable là-dedans? Est-ce que la parole du maître ne compte pas plus que la parole d'un morveux? Est-ce que le morveux, ce n'est pas celui qui, justement, est là, in fans, pour se taire, pour faire silence, en attendant qu'on lui apprenne quelque chose? L'autorité, c'est la parole des bons auteurs. La maîtrise des bons auteurs, ce sont les maîtres, et les enfants, en entendant, se taisent. Du moins, ils devraient se taire. Maintenant, tout à l'heure, si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi ils ne se taisent plus. Fadela Amara, alors dans ce débat, comment vous vous placez? Je pense, moi, que la réponse d'une convocation d'un gamin dans un commissariat n'est pas la bonne réponse. Ceci dit, à côté de ça, je pense qu'on a des outils qui permettent de régler un certain ensemble de situations à proportion des actes qui sont commis, notamment par des mineurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'est pas question... Mais vraiment, il n'est pas question de laisser passer ce qui a été fait. Je trouve normal qu'un directeur s'oppose à ce qui a été fait et qu'il prenne des mesures. J'aurais préféré, bien sûr, moi je suis très attachée à l'autorité. Hein. Dans le livre Ni pute ni soumise, tout transpire. Le rétablissement de l'autorité, le cadre et le respect des valeurs de la République. La question des droits et des devoirs, pour moi, c'est sacré si on veut vivre ensemble dans la tranquillité les uns et les autres et dans le respect des uns et des autres. Mais j'aurais préféré que ça se passe à l'intérieur de l'école, qu'on règle ce problème à l'intérieur de l'école, et les parents sont concernés. Évidemment qu'il y a un travail à faire avec les parents. Évidemment qu'il y a un rappel de valeurs, de règles en société, à rappeler notamment en direction des parents. Alors bien sûr, j'ai cru comprendre après que ça ne s'est pas très bien passé, notamment avec le papa, mais nous sommes dans un état de droit. Et dans l'état de droit, il y a des règles. Et les règles, il faut les faire respecter. Et il y a des dispositifs, il y a des procédures à lancer à un moment donné quand quelqu'un se met en dehors de la règle. Voilà. Rappeler, Franz-Olivier Gisbert, un épisode qui est, pour moi, qui m'avait beaucoup ému de la part de Fadela il y a quelques années. Je pense que tu t'en rappelles. Je garde un très bon souvenir de C'était ma collègue au gouvernement et je l'avais amené au cœur d'une de nos cités sensibles, la zone urbaine sensible de la cité des Moulins. Ouais. Et sur la place, toutes les familles étaient réunies. Et Fadela, tu avais eu ces mots absolument magiques. Et je me suis dit, quand même, elle a du courage. Elle avait dit, vous les papas, vous les mamans, vous avez un devoir. Tous les soirs, quand le gamin il rentre à la maison, si vous avez le sentiment qu'il ne rentre pas avec le blouson qui était le sien ce matin en partant, avec la paire de chaussures qui était la sienne, vous avez le devoir de leur demander des explications. Et comment? Et pourquoi? Et de prendre les mesures en conséquence. C'était un signe d'autorité du ministre que tu étais à l'époque, en charge de la politique de la ville. Et moi, j'avais beaucoup aimé. Et il fallait une certaine dose de courage pour les affronter comme tu l'as fait. Et j'ai vu en même temps qu'ils avaient quelque part un regard très approbateur, même très applaudi, ce qui montre que quand on a le courage de montrer la voie, de dire aux gens droit dans les yeux la vérité, ils sont capables de respecter ceux qui incarnent l'autorité. Alors on va avancer maintenant, c'est une émission quand même, on parle beaucoup philo. Une petite question philosophique pour commencer. Sur quoi peut reposer l'autorité? Sur le savoir? Sur la morale? Enfin, si on veut reconstituer l'autorité? A priori, ce que je disais tout à l'heure, sur les auteurs. C'est le même mot, hein, auteur, autorité. C'est-à-dire sur les modèles de référence.
Et les modèles de Et référence... qui, par exemple? Vous avez des exemples qui sont, Oui. par exemple, les modèles d'autorité que vous respectez, que vous admirez? Sur les 3 dernières semaines, par exemple, il paraît que les ventes de l'essai sur la tolérance de Voltaire ont fait un bond. Je trouve ça pas mal. En fait, ce qui aurait été bien, ça aurait été que le ministre de l'Éducation offre l'essai sur la tolérance à tous les enfants de la 6e à la terminale. Là, on aurait peut-être fait... mais évidemment, faire la promotion de Voltaire actuellement, qui, sur les réseaux, passe pour... antisémite, anti-islamique, parce que c'était un esprit libre, parce que c'est un type intelligent. Oui, bien sûr, oui. Voilà, c'est tout, parce que c'est un type intelligent. Et en face, on a la bêtise à fond de taureau. Vous voyez, sur les chrétiens aussi, il tapait. Christian Estrosi, sur quoi ça peut reposer la morale? Et qui vous admirez, justement? Non, mais... Sur le plan de l'autorité, qui vous admirez? Mais, en dehors de Voltaire? Non, mais qui j'admire. D'abord, la référence à Voltaire est une bonne référence. Et c'est vrai que nous avons un sursaut des Français qui, aujourd'hui, montrent au fond qu'ils sont en attente de cela. Ils l'ont démontré dans les rues de France. Et en même temps, au moment où on pouvait douter, qu'ils étaient là pour nous rassurer, nous montrer que dès lors que les fondements de la République étaient en cause, ils étaient capables de se mobiliser. Vous savez, 68, on peut le regarder d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a le côté positif de la libération de la femme, etc., etc. Mais malheureusement, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de 68 ? Il ne reste qu'une chose. Il est interdit d'interdire. C'est le seul slogan qui en reste. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se demander quel doit être notre modèle de société pour inverser ce cours des choses. Le vivre ensemble, la discipline, imposer une discipline et ne pas banaliser. Pourquoi on s'attaque toujours à quelqu'un qui incarne une autorité à l'école, dans les services de l'État, dans le service des collectivités, chez les médecins parce qu'ils ont une blouse blanche et que quelque part ça incarne une autorité, etc. Et donc, je crois que tout ce qui incarne un symbole d'autorité, avant on disait si tu dis un gros mot, le policier a le droit de le sanctionner. Tu fumes un pétard, tu vas être puni. Aujourd'hui, les temps sont passés, puis on a dit, allez, tout ça, c'est pas grave, on laisse passer. On donne même des instructions aux policiers, quand quelqu'un vient les insulter, de tourner la tête et de se taire. Est-ce que la République peut continuer à baisser les bras comme cela? Voilà pourquoi je crois qu'il faut veiller à ce que la violence, la seule violence autorisée, soit la violence d'État. Il ne peut pas y avoir de violence individuelle, que ce soit une violence verbale, que ce soit une violence physique. La seule violence, c'est la violence qui veille à la défense de l'intérêt général, au nom de l'intérêt général. Bon, on va continuer avec vous, Christian Estrosi, sur le thème après un demi-siècle après 1968. L'autorité est-elle un progrès? Le retour à l'autorité, est-ce que ça peut être un progrès? Et je vous laisse entre les mains de Géraldine Mühlmann. En tout cas, vous faites consensus, hein, malgré vos petites piques les uns les autres. Et quand vous dites, à supposer qu'on puisse réduire 68 à la formule « il est interdit d'interdire », ce que je ne crois pas, de toute façon, plus personne n'est 68 heures. Aujourd'hui, on salue, on applaudit les policiers dans les manifestations. C'est pas tout le monde, vous savez parfaitement. Les ex-68 ards, d'ailleurs, il faut dire, c'est les babacools. Il suffisait d'être à la Bastille pour le voir, c'était les babacools mal rasés qui applaudissaient le raid et les policiers. Il faut dire un truc, c'est que chez Charlie, ce sont des 68 ards qui se sont fait abattre. Ouais. Quand même, hein. Wolinski, Cabu, etc., ils étaient dans les manifs dans les années 60. Et qu'est-ce que vous vouliez dire? J'ai pas compris ce que vous vouliez dire, du coup. Je veux dire, c'était pas du tout... c'est pas l'esprit de 68 qui est actuellement au pouvoir, c'est même, d'une certaine manière, l'esprit de 68 qu'on est en train de détruire. Enfin, c'est les islamistes. Oui, voilà. Non, mais parce que vous dites beaucoup... Parce qu'il se trouve que 68, j'y étais, moi, pas vous, il y avait quand même là-dedans des gens qui étaient extrêmement cultivés, qui avaient appris dans des bonnes facs, qui avaient appris dans un système scolaire qui était extraordinairement sérieux. Bon, ils voulaient contester le système, mais ils se sont formés là-dedans. Actuellement, le problème même, c'est que on a des gens qui ont été formés avec du loubi-boulga. Hein, c'est pas 68 le problème. Le problème, honnêtement, dans l'éducation, c'est la loi Jospin en 89. C'est, non pas il est interdit d'interdire, mais on vous donne la liberté d'expression à 6 ans.
Hein. Et le résultat, d'ailleurs, rappelez-vous, la loi Jospin, c'est juillet 89. Octobre 89, première affaire de voile, et Lionel Jospin dit « Ah ben, je m'en réfère au Conseil d'État, on va essayer de les convaincre, et si on ne les convainc pas, ben, on fera avec. » Enfoiré! C'était à ce moment-là, justement, qu'il fallait sévir, à ce moment-là. Depuis, on a baissé culotte, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Géraldine Mühlmann. Bon, l'autorité, bon, il m'a semblé que Najat Vallaud-Belkacem, en arrivant à Nice, dans cette école où il y a eu cet incident avec l'enfant de 8 ans que vous avez rappelé, a eu des propos assez proches, même très proches des vôtres. Et il me semble que sur la police, la politique menée, les déclarations sont assez proches des vôtres. D'ailleurs, est-ce que vous diriez qu'il y a eu des erreurs de police, là, dans l'affaire de mardi? Aucune. Non. Aucune. Je suis à la fois du côté de l'autorité de l'Éducation nationale et de ce directeur et des enseignants qui ont dénoncé les faits qu'ils avaient à dénoncer, comme de la police qui a parfaitement mené son travail pour essayer de comprendre l'environnement familial et protéger cet enfant parce qu'il a quand même été déterminé qu'il y avait des problèmes de maltraitance dans un environnement familial. Donc, grâce au directeur d'école, on a peut-être sauvé un gamin dans cette affaire. C'est aussi ce qu'il faut dire. Et que cette coopération entre tous les acteurs est importante. Donc ça va, vous êtes d'accord? On est tous d'accord. Enfin, je veux dire, le spectre politique, beaucoup de gens sont d'accord. Alors, je voudrais aller un peu plus loin. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que chacun reconnaît qu'aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de discipline. Vous savez, le mot discipline, c'est important. Et donc, des deux découle le fait qu'il n'y ait plus d'autorité. C'est-à-dire qu'on a habitué notre monde, et notamment les nouvelles générations, à ne plus faire la différence entre le bien et le mal. Or, je crois que les fondements même de notre société, de la nation française, c'est de faire la différence entre le bien et le mal. C'est d'expliquer que sans autorité, puisqu'on prend souvent le mot liberté, il ne peut pas y avoir de liberté. Vous me parliez de ce sursaut où les Français ont applaudi les policiers, qui est plutôt réconfortant. Mais c'était 4 millions de Français. 4 millions. Je voudrais être certain que toute la société française est prête aujourd'hui de nouveau à applaudir nos policiers. Je ne suis pas convaincu que tel soit le cas. Et pour cela, il y a sans doute des mesures à prendre pour reprendre un certain nombre de nos fondamentaux. Lesquels, par exemple, comme votre collègue à l'UMP, Xavier Bertrand, qui voudrait un service national obligatoire avec aussi, peut-être, si j'ai bien compris sa proposition de loi à venir, un encadrement militaire, revenir un petit peu, mettre du militaire dans le service civique pour le respect de l'autorité, de la force d'État. Que ça se traduise par le militaire, que ça se traduise par l'exigence de donner un peu de soi à son pays sous une forme ou sous une autre, ou à la collectivité, ou un service civique. Je pense que donner un temps de soi-même... Tenez, je vous cite un exemple. Je trouve qu'il y a une grande discrimination pour ceux qui ont les moyens, entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas. De passer le permis de conduire à 18 ans, on sait que ça coûte une fortune. Et que pour accéder à un emploi, pour pouvoir poursuivre ses études à l'université, quelquefois c'est un élément de discrimination entre ceux qui n'ont pas un environnement familial qui leur permette, ou les moyens qui leur permettent, et ceux qui sont nantis. Je finance avec la ville le passage du permis de conduire pour les plus faibles. Mais en contrepartie, je leur dis, pendant 6 mois, vous donnez en même temps de votre temps à la collectivité, à une association qui lutte contre les grandes précarités, en faveur de la solidarité, du sport, de la culture. Avec le pouvoir. Donc ils payent leur permis par une contribution à la société, ce qui est une forme d'instruction civique et de participation à la société et au vivre ensemble. Mais l'autorité est un gage de liberté. Une société qui n'a plus d'autorité, c'est une société qui va tout droit vers une dictature autoritaire. Eliata Bekkassis. Alors justement, vous avez énoncé 15 mesures contre le terrorisme qui sont des mesures sécuritaires et qui vont vers vraiment un plus grand contrôle des personnes. Et le problème, c'est, on est tous d'accord qu'il faut plus d'autorité, mais est-ce qu'on n'est pas en train de confondre l'autorité et le pouvoir ? Et la question, c'est comment rétablir l'autorité sans perdre sur la démocratie et sans aller vers une société sécuritaire et même totalitaire qui contrôle tout le monde.
D'abord, ce ne sont pas des mesures sécuritaires, ce sont des mesures de sécurité. Il y a une confrontation entre ces deux mots et je suis contre le sécuritaire. Et pour que les choses soient bien comprises par tous, il faut l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que lorsque l'on dit à l'école, il faut de la fermeté contre des dérives et des comportements, ce qui était dénoncé notamment par Jean-Paul Brigelli, dont j'apprécie la fermeté en même temps que l'ouverture d'esprit. Vous savez, lorsque, depuis 10 ans, j'ai permis à près de 30 000 collégiens dans mon département de faire chaque année le déplacement vers le camp d'Auschwitz. Et lorsque je les vois rentrer le soir chez eux, prostrés, en sanglots, je suis obligé de les faire accompagner par des psychologues. Je me dis, t'as gagné la partie. Parce que cela, parce que ça, ce sont des mesures. Ça fait partie de l'éducation, à l'autorité. Et ça, on est d'accord. Mais là où il y a un glissement, j'ai rien compris moi. Et en même temps, quand il y a la sanction à côté, pour ceux qui s'engagent vers des dérives, vers des slogans qui sont contraires à l'esprit de la transmission de ce devoir de mémoire, eh bien, c'est la main ouverte d'un côté pour l'éducation, pour montrer la responsabilité qui doit peser sur vos épaules et pour que vous vous l'appropriez, cette responsabilité, et la fermeté de l'autre pour sanctionner ceux qui, malgré cet enseignement, malgré la connaissance de tout cela, excusez-moi, l'autorité, c'est l'équilibre. L'autorité n'est pas synonyme de sanction. A priori, normalement, l'autorité devrait pouvoir s'en passer. L'autorité, c'est justement ce qui peut se passer de la violence pour pouvoir s'asseoir. Alors, moi, je trouve qu'il y a un hiatus, et je rebondis un peu sur ce que disait Eliette. Je pense qu'elle a raison sur... les attentats qui ont été commis ont d'abord été commis contre la liberté d'expression, pas contre l'autorité. Les gens de Charlie Hebdo, effectivement, ce qu'ils expriment, ce qu'ils symbolisent, c'est la liberté d'expression. Alors, vous parlez tout à l'heure d'une violence légitime, à savoir la violence de l'État. Alors, certes, évidemment, il y a une légitimité de la violence de l'État. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un hiatus entre défendre justement des principes qui sont ceux de la liberté, et notamment de la liberté d'expression, d'une certaine expression, et de l'autre côté, renforcer effectivement un régime sécuritaire? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de penser, de dialectiser le fait qu'il faille effectivement peut-être renforcer une forme d'autorité, qui ne soit pas uniquement du côté de la sanction, c'est-à-dire de l'après-coup, qui justement validerait une forme de défaite de l'autorité, et de l'autre côté, essayer de promouvoir ces valeurs qui sont les nôtres, à savoir la laïcité, la liberté d'expression, la liberté de penser, etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de contradiction qui ne peut pas être levée si on fait l'économie d'une réflexion là-dessus? Eh bien non, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. D'abord, je refuse la dérive sécuritaire. Encore une fois, la sécurité, c'est garantir la première liberté de tout le monde. On ne peut pas vivre libre dans une société si on ne garantit pas la sécurité de tout le monde, depuis les plus jeunes générations jusqu'à nos plus anciens. Vous entendez par sécurité, parce que vous savez très bien que la sécurité peut rapidement devenir un déni de liberté. Ça peut le devenir si elle passe par la privation de liberté fondamentale, je dis bien fondamentale, mais la liberté, c'est quand même l'autorité qui s'applique, c'est le respect de droits et de devoirs. Réclamer des droits, et nous sommes dans une société qui accorde beaucoup de droits quand même. Reconnaissons qu'on est une des démocraties au monde qui accorde le plus de droits. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans des dérives sécuritaires avec tous les droits qui sont accordés dans notre pays, et qu'à côté, on impose que, bénéficiant de ces droits, nous soient imposés quelques devoirs de respect du maître, de respect du policier, de respect des lois. Et bien, c'est bien pour cela que je dis que la prévention d'abord, l'enseignement, la transmission de la connaissance et du savoir, mais à partir du moment où on a toute cette transmission de la connaissance et du savoir, qu'on vous donne le meilleur dans l'éducation, que vous avez des maîtres qui se dévouent, qu'on apporte par l'encadrement familial, par les offres qui sont faites, pour les vacances, pour le sport, par la culture, qu'en apportant tout cela, l'école gratuite pour tous, que ce soit dans le privé ou dans le public, une qualité de soins égale pour tous. Enfin, la France est quand même
un pays assez exceptionnel au monde sur l'ensemble de ces sujets, et qu'à côté de ça, il y ait des exigences comportementales. Mais bien sûr. Mais, enfin, Eh ben oui, c'est tout. Vous enfoncez une porte ouverte. Jean-Paul Brigelli. Il y a une chose que je trouve extrêmement étrange de la part de philosophes. Vous confondez en fait la démocratie et la République. Hein, la démocratie est une espèce et a tendance à devenir un excès. La liberté, la laïcité sont des principes républicains. Ce qu'il faut sauver actuellement, c'est la République. C'est la République qui est en danger. La République en danger, ça doit vous dire quelque chose. Hein, c'est 1793. Qu'est-ce qu'on a pris comme mesure en 1793 pour défendre la patrie en danger ? Je vais prendre un exemple. Je ne suis pas un fanat de Nicolas Sarkozy, on s'en a expliqué des tas de fois, etc. Il y a eu une mesure concernant l'école, bien, pendant les 5 ans où il a été au pouvoir, qui a été ce qu'on appelle les internats d'excellence. Les internats d'excellence, on prenait des gosses dans des systèmes éducatifs aberrants, ce qu'on appelle les ZEP, de façon générale, dans lesquels on balance des subventions à fonds perdus, etc. Bon, on les mettait dans des endroits fermés, avec des profs d'élite, volontaires. On essayait de faire sortir d'eux ce qu'ils avaient de meilleur, c'est-à-dire de les monter, comme on devrait le faire de tous les élèves, au plus haut de leur capacité. La première chose qu'a voulu faire Vincent Peillon, Benoît Hamon, Vallaud Belkacem, ça a été de supprimer ces internats d'excellence, alors qu'il faudrait les multiplier, y mettre justement tous les gosses qui sont en danger, tous ceux qu'il faut protéger de leurs parents, entre autres, très souvent. Et je dois dire que de ce point de vue-là, faire venir au commissariat un gosse avec son père, c'est une façon d'évaluer dans quelle mesure un mineur est effectivement en danger. C'est exactement ce qu'a dit la ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais alors, chez elle, ce sont des mots creux dans une jolie bouche. Il faut bien comprendre une chose. Autorité, c'est, d'une façon ou d'une autre, remettre du disciplinaire au sens des disciplines. Il y a le même jeu sur autorité que ce qu'il y a sur discipline. La discipline d'un côté, les disciplines de l'autre côté. Parce qu'en même temps, elle a fait suspendre un enseignant à Mulhouse qui avait montré en classe de 4e une caricature de Mahomet. Suspendu sans même qu'on lui demande son avis. Mon Dieu, il avait offensé les sentiments d'un gosse de 13 ans. Mais en gros, vous êtes d'accord avec elle et vous ne voulez pas le reconnaître. Vous êtes tous d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec elle. Elle a supprimé par exemple 50 heures de cours sur les lycées professionnels sur Paris à la rentrée prochaine. Simplement, vous aurez relevé que je n'avais à aucun moment engagé quelque polémique que ce soit sur ces sujets. Mais je sais, avec les membres du gouvernement. Non, c'est pas ça, mais je vais vous dire... j'essaie de me montrer exemplaire. Pourquoi Mme Najat Vallaud-Belkacem, dont j'approuve les propos et ce qu'elle propose, d'accord, la même, il y a encore 2 mois de cela, lorsque nous faisions des propositions pour dire qu'il fallait apprendre à chanter la Marseillaise, c'est beau d'apprendre à chanter son hymne patriotique à l'école, lorsque nous disions qu'il faut renforcer l'instruction civique, quitte à faire intervenir des intervenants extérieurs, peut-être des philosophes comme vous, des intervenants comme vous l'êtes, etc. Nous étions traités par là même de liberticides. Nous portions atteinte à ces fameuses libertés que nous voulions imposer à l'école, un modèle inacceptable. Et là même, fait les propositions que nous faisions il y a 2 mois, en les prenant en référence désormais. Alors, il y a 2 mois, on était des liberticides, et aujourd'hui, on nous appelle à l'unité nationale, ce que j'accepte volontiers et que je soutiens dans ces nouvelles propositions. Donc, je ne suis pas polémique, je dis simplement qu'elle l'était et que nous ne le sommes pas. Aujourd'hui, je crois que plus que jamais, dans l'éducation, c'est le berceau de la République où nous devons justement transmettre ces valeurs. Fadela Amara. Moi, je crois que depuis le début, en fait, tout le monde s'est planté. Parce que je me souviens, il y a très longtemps, vous l'avez rappelé d'ailleurs sur l'histoire du voile, mais bien avant, quand on parlait d'incivilité, quand les gamins faisaient des conneries, on parlait d'incivilité, etc. Moi, j'ai toujours été très claire sur ces questions-là. Je disais, il faut absolument recadrer le gamin, qui comprenne à un moment donné, et ça c'est le rôle des adultes, qui comprennent à un moment donné que s'il veut vivre dans une société, il y a des règles et qu'il faut respecter ces règles. Donc je pense qu'il y a eu...
une forme, et d'ailleurs, c'est pas que la gauche, c'est y compris la droite à un certain moment. Il y a eu vraiment une dérive parce que ces quartiers-là, et ces ZEP en particulier, dont on parle tout le temps, et on râle parce qu'on déverse des millions de fric, etc., ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Et donc, du coup, ces poches, parce qu'on parle toujours de ces poches de relégation, la vérité, c'est qu'on ne fait pas le travail qu'on devrait faire, c'est-à-dire faire vivre la République à l'intérieur de ces quartiers-là, avec l'ensemble des forces vives de ces quartiers-là. C'est ça qui est important. Parce que si on fait contre, si on propose et qu'on impose, très clairement, ce qui vient du haut, ça va être éjecté. C'est ça la réalité. Donc, attendez, je termine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je pense que ce que notre pays vient de vivre est évidemment dramatique, mais la manif du 11, elle a permis de nous souder sur quelque chose que nous partageons. Ce sont l'attachement que nous avons tous aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, moi je rajouterais laïcité et mixité parce que c'est très important pour construire le vivre ensemble qui, je le rappelle, ne se décrète pas, il se construit. Et je pense que ce que nous venons de vivre, le drame atroce que nous venons de vivre, elle a fait évoluer la gauche. Pour la première fois, excusez-moi, moi qui suis une femme de gauche depuis longtemps et qui a combattu justement cette certaine gauche un peu laxiste, qui refusait de voir les choses, relativiste, etc., je constate et je découvre qu'elle est en train d'évoluer sur la question de la sécurité, sur la question de la fermeté qu'on doit avoir par rapport à la laïcité pour imposer la laïcité pour tout. Gauche, hein. Oui, mais ils ont pris conscience, en tout cas dans le gouvernement, dans les déclarations que j'entends, il y a une vraie prise de conscience, y compris au plus haut niveau de l'État. Christian Estrosi ? Moi, je voudrais quand même poser une question. Est-ce que, comme malheureusement c'est un constat que nous pouvons tous faire, on doit continuer à accepter que certaines lois religieuses soient plus élevées que les lois de la République et passent au-dessus? Lesquelles? Moi, j'aimerais que ce soit un débat. Mais comme quoi? Quelle loi, par exemple? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, certains, par un fait religieux, essaient d'imposer un comportement à la femme qui ne correspondent pas aux valeurs d'égalité entre hommes et femmes dans notre société. Puisqu'il paraît qu'une partie de la gauche évolue, moi je vais attendre un signe. Allez, je vais me montrer beau joueur, j'attends un signe. J'attends l'extension de la loi de 2004 à l'université. C'est-à-dire C'est-à-dire l'interdiction du voile, de la burqa, du niqab, etc. dans les facs. J'en ai un peu marre, chaque fois que je vais à la fac d'Aix, de voir une espèce de défilé de mode de Belphégor. Vous voyez? Ras-le-bol. Parce que ce sont des lieux d'acquisition des savoirs, véritablement, d'acquisition des lumières. Et voir cette espèce d'ombre qui défile, ces femmes réduites à leurs conditions de femmes, gantées, etc., impures par définition, jusque-là, vous voyez? Et que le ministre, via l'observateur de la laïcité, mon Dieu, Jean-Luc Bianco, le pauvre, dire « mais non, ça ne pose pas de problème, après tout, ils sont majeurs, etc. » Non, ça devrait être interdit dans tout l'espace public de la République. Chez soi, on fait ce qu'on veut. Fadela ? Je sais, moi, je suis très attachée à une laïcité qui s'applique partout et qui est d'une fermeté extraordinaire parce que le débat qui est posé, souvent on rattache la question du voile à la question du fait religieux et tout ça. Moi, je suis musulmane, je ne suis pas athée, j'ai la foi. Je peux vous dire que je ne considère pas le voile comme un signe religieux. C'est un outil d'oppression en direction des femmes, point barre. Et donc, il faut traiter le débat. Et je pense qu'on s'est planté. Et pourtant, Dieu sait qu'à l'époque, quand j'étais présidente de Ni Pute Ni Soumise, je me suis crevée à l'expliquer partout dans les plateaux. Je pense qu'il faut dire tout simplement qu'à travers la lutte et l'éradication, parce que moi, je parle d'éradication du voile, de la burqa, c'est comme symbole d'oppression des femmes. Et là, on pose le débat sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et les violences faites aux femmes. Et non pas uniquement sur une question religieuse. Parce que sur une question religieuse, la vérité, c'est qu'on va braquer beaucoup de gens, y compris ceux qui pensent sincèrement au fond d'eux-mêmes et qui sont de confession musulmane, qui se disent « mais bon, voilà, après tout, pourquoi pas, etc. » Il faut vraiment être pédagogue et remettre ce débat-là sur la place publique, mais dire que le symbole du voile, ce n'est pas un symbole religieux, c'est un symbole d'oppression en direction des femmes. En fait, je crois qu'il y a deux types d'autorité. Il y a l'autorité de la République que l'on essaye de retrouver, et puis il y a l'autorité de l'islam à laquelle beaucoup de gens se soumettent. Alors cette autorité, c'est une autorité religieuse qui vient d'une transcendance, enfin d'un rapport à Dieu, disons.
Et comment faire en sorte que l'autorité de la République puisse être aussi forte ou plus forte qu'une autorité qui s'appuie sur une transcendance? Il y a une réponse qui a été apportée en 1789 par le comte Clermont-Tonnerre. À l'époque, c'était les Juifs qui voulaient entrer dans la République. Il a dit « Nous ne vous accorderons rien en tant que Juifs et tout en tant que citoyens. » Alors, mettez musulmans à la place de Juifs. Le problème est exactement le même. Nous ne vous accordons rien en tant que musulmans. Ça, c'est chez vous, tant que vous voulez. Mais tout en tant que citoyens. Voilà. Bon, alors on va poursuivre maintenant en se demandant si l'autorité peut se passer du respect et inversement. Avec vous, Jean-Paul Brigelli, auteur donc de Tableaux noirs et puis d'un best-seller il y a quelques années, hein, La fabrique du crétin. Vous avez été prof en ZEP longtemps. Vous êtes aujourd'hui prof au lycée Thiers donc de Marseille. Petite question toute simple. C'est possible de rétablir l'autorité, par exemple dans votre lycée, à l'heure de l'enfant roi, à l'heure où les parents d'élèves ont souvent plus d'autorité que les profs eux-mêmes? Eh bien, il se trouve que dans mon lycée, premier arrondissement de Marseille, c'est-à-dire en plein dans un quartier qui est en grande partie laissé en jachère par l'autorité. Il faut bien connaître le centre de Marseille pour ça, et vous en savez quelque chose. C'est juste au-dessus du marché des Capucins, tout le monde voit. L'ordre règne. L'ordre règne parce que, par exemple, on a interdit les portables. Totalement. Tout élève qui sort son portable, le portable est confisqué, pris par l'administration, rendu aux parents sur convocation. Et donc, ensuite, il y a des règles extraordinairement précise, un règlement intérieur qui devrait venir de l'État d'ailleurs. Tous les lycées de France devraient avoir le même règlement intérieur. Et surtout, il y a une insistance sur les savoirs, sur la transmission des savoirs, sur les savoirs savants, qui est particulière finalement à tous les grands lycées de la République. Le problème, c'est pas là que ça se pose. Le problème, c'est dans cette multitude de collèges perdus, oubliés, des hommes et voire des ministres, parce que la ministre, elle est bien sympa, elle va écouter la minute de silence au lycée Buffon. Elle avait qu'à passer le périph' quand même, pour aller voir comment c'était à Aulnay-sous-Bois, la minute de silence. Bon, alors, il faut être un petit peu sérieux. Bien sûr, on peut remettre de l'ordre, on peut remettre du respect, en mettant au centre du système, non pas l'élève, parce que dire l'élève est au centre du système, loi Jospin toujours, c'était le magnifier en tant qu'enfant roi, mais dire c'est la transmission des savoirs qui est au centre du système. Pour le moment, vous arrivez à l'école, vous ne savez rien, nous allons vous apprendre. Et en attendant, vous allez vous taire, parce que tout ce que vous allez dire, c'est juste de la ressucée des poncifs insupportables que vous avez entendus chez vous, à la télé, sur le net, chez les copains. Mazarine Pinjot, qui va vous passer à la question maintenant? Oui, avant de revenir à la question du pédagogisme et de l'écart manifeste qu'il y a entre des solutions qu'on a l'impression de tous connaître et d'une forme d'obstination à ne pas les appliquer, je voudrais en revenir aux mots, puisque vous avez rappelé que autorité vient de auctoritas, et donc de hauteur. Mais autorité, ça veut dire aussi augmenter la confiance. Est-ce que finalement, on n'est pas dans un déficit de confiance, non pas seulement de l'élève vis-à-vis du maître, mais du maître vis-à-vis de l'élève? C'est-à-dire qu'on aurait l'impression qu'on aura plus peur de l'élève qu'une forme de respect, effectivement. C'est un petit homme qu'il s'agit d'instruire. Et qu'au fond, alors vous rappelez le fait de mettre l'élève au centre du système, on l'écoute plutôt qu'on ne l'éduque. Mais d'où vient cette peur? D'où vient ce manque de respect, ce manque de confiance dans cet enfant qu'il s'agit Alors je ne crois pas que ce soit une peur, c'est institutionnel. C'est venu du protocole de Lisbonne. Le protocole de Lisbonne a décrété que les enfants auraient droit à un socle commun de compétences. Le gouvernement Fillon, lorsque Fillon était ministre de l'Éducation, c'est lui qui a mis ça en place. C'est-à-dire le minimum syndical, le degré zéro de la connaissance, le niveau de la mer. Vous voyez, c'est-à-dire jusque-là, on avait de l'ambition pour les élèves. Eh bien, effectivement, on ne fait plus confiance aux élèves pour y arriver. Oui, alors, mais d'où ça vient? Je veux dire, je suis d'accord avec vous que le niveau a baissé de ça. Est-ce que vous pensez que les politiques sont là en train de se dire bon, on va essayer vraiment de faire de notre nation des pieds nickelés et on va vraiment essayer de les rendre plus bas que terre? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? C'est une vieille culpabilité de la colonisation? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les solutions que tout le monde connaît? Ne me faites pas croire que tous les politiques et que tous les ministres de l'Éducation se disent on va vraiment essayer de baisser le niveau.
Qu'est-ce qui se passe? C'est même pas une question de baisser le niveau. Ils ont les uns après les autres négocié la paix. Lorsque Bayrou a été au ministère, il a négocié la paix avec le SNES. D'une façon ou d'une autre. Lorsque Jospin a été au ministère, ça a été la même chose. Mais là, il l'a fait avec les syndicats, quoi, bref. Les syndicats, certains syndicats. Actuellement, c'est fait avec le SNUSA et le SGEN. C'est-à-dire des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui représentent des idéologues, qui constatent depuis 25 ans qu'ils sont au pouvoir que ça ne marche pas et qui tiennent tout ce même discours qui est « ça ne marche pas parce qu'on n'a pas essayé jusqu'au bout ». C'est la politique des Shadocks, vous savez, en quelque sorte. On se tape sur la tête, tiens, ça fait mal, si on tapait plus fort, est-ce que ça ne cesserait pas de faire mal? Mais est-ce que vous pensez fondamentalement qu'on peut vraiment essayer de réformer l'éducation nationale? Oui. Est-ce que si on décide de la fin du collège unique, par exemple, qui est l'un des mots de l'éducation nationale aujourd'hui, ça ne va pas créer des manifestations dans les rues, tout bloquer, etc. Est-ce que c'est réformable? Est-ce que je peux réagir à ça? Vous vous rendez compte, c'est dramatique la question que vous posez. Oui, mais je ne pose la question que parce que c'est dramatique. Le fait que dès qu'on commence à la réformer, c'est le branle-bas de combat. C'est-à-dire qu'on partirait du principe que la France n'est plus réformable. Que dès lors qu'on déciderait d'aller dans le bon sens, c'est-à-dire de déclarer la fin du collège unique, et je dirais que 70% de la France est d'accord là-dessus, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs sociaux, le monde de l'éducation, les parents sont d'accord, mais il va y avoir des groupuscules qui vont descendre dans la rue, alors on ne va pas faire. Puisqu'on le sait depuis 20 ans, que font les politiques? Ils manquent de courage. À droite comme à gauche. Ils manquent à droite comme à gauche de courage. Et donc ensuite on parle d'autorité. Mais si les politiques manquent de courage, expliquez-moi comment on va pouvoir revaloriser l'autorité. Ça veut dire que les politiques eux-mêmes manquent d'autorité. Ben voilà. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Alors, Fadel Amara, elle n'est pas d'accord. Et que les... Non, mais et je le laisse terminer, après je vais Est-ce qu'on peut accepter, alors que M. Payon, etc., Mme Najat Vallaud-Belkacem vient de nous imposer quand même, c'est un signe d'autorité. Ça a marché ce signe d'autorité. Ça a marché ce signe d'autorité. On a voulu réformer les rythmes scolaires. Je ne sais pas ce que ça a bouleversé dans notre pays ou pas, si c'est mieux ou pas pour les enfants, je sais ce que ça coûte aux collectivités, et je sais que les parents d'élèves n'en voulaient pas et les enseignants n'en voulaient pas non plus. Et pourtant, le gouvernement a réussi à imposer qu'on arrête à 15h45, qu'on les remette entre les mains des collectivités jusqu'à 16h30, etc. Et sous la pure pression de quelques chronobiologistes qui avaient l'oreille du ministre. Puisqu'on m'a imposé de recruter 1200 personnes dans la 5e Île-de-France pour 163 écoles, pour assumer ces rythmes scolaires de 15h45 à 16h30, après les déclarations de Mme Najat Vallaud-Belkacem, après les événements que nous avons connus il y a quelques semaines en matière de terrorisme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je profite de ces rythmes scolaires entre 15h45 et 16h30 qui m'appartiennent pour aller moi-même à l'école Jules Ferry à Nice, par exemple. J'ai choisi comme symbole Jules Ferry, faire un cours d'instruction civique. Je me suis retrouvé avec les syndicats sur le dos en disant c'est scandaleux, le maire il va à l'école. Et le maire il va à l'école au moment où le gouvernement lui a confié d'aller à l'école. Est-ce qu'on peut admettre qu'on réagisse et qu'on réclame des interdits pour la collectivité à qui on a confié d'administrer de 15h45 à 16h30 le temps, et qui plus est, pour expliquer ce que sont les symboles de la République. La fin de l'autorité à l'école, c'est la faute aux syndicats, c'est ça? Je pense qu'ils y ont beaucoup contribué. Iliette Abekassis. J'aimerais savoir sur quoi se fonde l'autorité et sur quoi vous fondez votre autorité, parce que les profs ont de plus en plus de mal simplement à faire cours, puisqu'ils passent leur temps à essayer d'avoir de l'ordre dans une classe avec des enfants qui sont insolents et qui ne laissent pas faire. Donc sur quoi vous, en tant que prof, comment est-ce que vous arrivez à asseoir votre autorité, et d'une façon générale, sur quoi on peut la fonder? Pour avoir recruté des profs pendant 5 ans au jury du CAPES, il faut dire que des gens qui ont de l'autorité naturelle, c'est 5% des candidats, à peu près, maximum. Le reste, ça s'appuie sur du savoir. C'est-à-dire que si on met face aux enfants des gens à savoir faible, ils le sentiront tout de suite. Mais tout de suite. La moindre faille est exploitée. Il faut en savoir 100 fois plus que les programmes, alors que toute la tendance actuelle, c'est... il va suffire finalement de connaître juste le programme de 4e pour enseigner en 4e. Mais ça ne suffit pas le savoir, parce qu'il y a des profs qui sont très compétents, qui sont agrégés et qui n'arrivent pas à tenir leur classe.
Parce que c'est la fonction qui n'a plus d'autorité, vous voyez. Alors, il y a un deuxième point fonction aussi de qui est la formation des maîtres. Je ne pense pas que ce soit à travers les UFM ou aujourd'hui les SP que l'on apprenne véritablement à avoir de l'autorité. Ça s'apprendrait davantage, comme ça se faisait autrefois d'ailleurs, à travers des systèmes de compagnonnage, de mise en relation, etc. Aller voir comment font on va dire les grands anciens, hein, les grands anciens qui ont plus de 25 ans. Voilà. Et pas de sanction, pas de sanction, pas sur la sanction. Non, bien sûr que non. J'ai jamais, alors je donne un exemple, j'ai jamais de ma vie entière, en 40 ans d'enseignement, donné 1 heure de colle. Jamais. Voilà. Il m'est arrivé de... On va vous cloner, hein. Pardon ? On va vous cloner si ça continue. Non, mais il ne s'agit pas de ça. J'ai jamais compris en quoi le fait de faire venir dans un établissement scolaire était une punition. Mais ce qui compte, c'est la transmission, demander des devoirs véritablement bien faits, utiliser la note comme sanction. Je rappelle que Mme Vallaud-Belkacem veut remplacer les notes par des pustules de couleur actuellement. Mais ils ne rendent pas leurs devoirs, les élèves. Pardon ? Qu'est-ce que vous faites quand ils ne rendent pas leurs devoirs? Vous leur donnez des devoirs, vous savez bien, il y a la moitié de la classe qui ne rend pas ces devoirs. Pas chez moi. Alors comment vous faites? Eh bien, je les demande et je les obtiens. Voilà. Il suffit d'un peu de fermeté, Eliette Abécassis. C'est comme ça que ça marche. Mais moi, je pense qu'un des paramètres dont il faut tenir compte, justement, pour régler la situation, c'est d'éviter de concentrer des gamins qui sont perturbés. Voilà. Une prof, elle peut gérer 1, 2, 3 maxi, mais s'il y en a 15, 20, effectivement, il faut réformer la carte scolaire. Dans mes différents bouquins, que, en fonction du niveau des élèves, des difficultés rencontrées, on n'est pas le même nombre d'élèves dans une classe. Mais voilà, hein, pour être clair. Je peux juste rajouter une chose, parce que la question, c'est comment on peut être sûr de rétablir l'autorité à l'école par les enseignants, en leur reconférant peut-être un statut, une évolution de leur statut. Oui. Peut-être faudrait-il aussi leur apporter une meilleure reconnaissance, quand on sait aujourd'hui qu'une carrière d'enseignant, en termes de rémunération, en termes de reconnaissance, de progrès de carrière, etc., il n'y a pas beaucoup de perspectives. Et donc forcément, on ne leur donne pas la dimension charismatique qui doit être la leur au sein de l'école. Mais on peut aussi, parallèlement à cela, exiger qu'il y ait une autorité parentale qui joue pleinement son rôle. Or, lorsque je vois que souvent ce sont les parents violents qui rentrent dans les écoles, qui menacent des enseignants, s'ils ont prononcé, qui en tuent même parfois lorsqu'ils ont prononcé une sanction, et qu'à l'égard de ces parents, il n'y a pas des mesures fermes qui sont prises, qu'on continue à leur accorder tous les droits de la République sans prendre les mesures adéquates à leur encontre, pour moi c'est un tout, c'est mettre en place des dispositions qui fassent que, entre l'autorité parentale et l'autorité de l'éducation et des maîtres, il y ait un parfait parallélisme des formes et qu'on s'en s'assure et qu'on soit capable d'encadrer tout cela. Bon, je vais essayer de faire preuve d'autorité maintenant parce qu'il faut qu'on traite la troisième partie sur est-ce que l'autorité est perdue dans les quartiers. Ça, c'est évidemment à vous qu'on va s'adresser d'abord, Fadela Amara, parce que vous les connaissiez bien, les quartiers. Est-ce que l'imam aujourd'hui n'a pas plus de pouvoir que, enfin dans beaucoup de quartiers, on ne va pas généraliser, que le prof, le policier ? À mon grand drame, je dirais qu'il a en tout cas, il a une parole qui est de plus en plus écoutée. Mais c'est aussi le fait d'un diagnostic que tout le monde a fait depuis plus de 30 ans. La concentration des populations, la concentration de la pauvreté, le fait qu'on fasse vivre des gens qui sont d'origine étrangère dans les mêmes endroits, le fait que la question de l'islam est apparue en Europe et en France en particulier, et qu'à un moment donné, il y avait cette histoire de ce qu'on a appelé, nous, à l'époque, l'islam des caves, donc pas contrôlé. Donc c'est l'imam qui prend le pouvoir dans cette espèce d'anarchie, quoi. Non, mais moi, il a pris le pouvoir parce que les politiques lui ont laissé cet espace-là. La vérité, c'est que quand on a dénoncé à l'époque, à Ni pute ni soumise, certains hommes politiques vendent étage par étage la République et les valeurs de la République, au nom de la paix sociale, c'est une réalité. On a quand même été négocié, donné une parole, on a donné une certaine légitimité à l'imam quand on allait négocier avec lui au moment des élections, etc., plutôt qu'aller discuter avec les associations, les responsables des associations républicaines et
laïque. Et donc, du coup, on l'a ramené dans l'espace. Il a eu un peu plus d'écoute. Christian Estrosi ? Et je relève une chose, c'est que ce sont dans les villes ancrées durablement à gauche, je prends le 93 par exemple, que les choses sont les plus prégnantes parce que c'est là que les politiques agissent le moins. Comme si c'était de leur intérêt d'entretenir ce climat. Peut-être aussi parce qu'ils ont moins d'argent. Non. Parce que quand on signe un programme avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, et nous en avons co-géré ensemble avec Fadela, qui fait que j'ai investi dans ma ville 650 millions d'euros pour faire de la démolition, reconstruction dans les quartiers de l'Ariane, des Moulins, de Pasteur, et garantir la mixité et faire en sorte qu'il n'y ait plus ces cités. Ce qu'avait pas fait votre prédécesseur. Ce que n'avait pas fait mon prédécesseur. C'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus cette concentration des mêmes populations, de la même religion, qui vivent dans les mêmes lieux, avec la désespérance qui conduit à un moment à être sous l'emprise d'un imam, comme le rappelait Fadela il y a quelques instants. Si on ne casse pas cela, s'il n'y a pas cette volonté politique pour faire une intégration urbaine qui fasse que ce soit sur l'ensemble de la cité, qu'on apprenne à grandir en partant sur la même ligne de départ de la vie à tous les gamins, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs conditions sociales, dans la même école de la République, on ne peut pas gagner la partie. Bon, Fadela Amara, vous allez passer maintenant peut-être un sale quart d'heure avec Eliette Abécassis qui va vous poser une première question. Ça ne peut pas être pire que les islamistes qui me cherchent partout, là. On a cru à un moment, avec Ni pute ni soumise, que la libération, enfin la reconquête des territoires perdus de la République viendrait par les femmes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de ce phénomène nouveau qui est que les femmes aussi veulent faire le djihad. Et ça rejoint cette question de la double autorité, c'est-à-dire l'autorité de la République contre l'autorité de ces djihadistes avec lesquels elles conversent souvent simplement par Internet, par Skype, et elles vont partir. Alors, comment faire pour regagner ces femmes et puis ne pas les laisser partir et puis les ramener à la République? Je vous dirai comment faire. C'est un vrai projet politique à mettre en place. Parce que moi, je reste convaincue qu'on ne peut pas travailler que sur un sujet. C'est la transformation de l'ensemble, en tenant compte de tous les paramètres, qui changera la donne. Politique de peuplement. Il faut casser les ghettos et mixer les populations. La mixité sociale, comme celle qui a été faite à Nice, elle donne des résultats très importants. Il y a un impact auprès des populations. Deuxièmement, il faut que l'éducation nationale, elle s'occupe vraiment des écoles qui sont dans nos quartiers et qui malheureusement ont de grandes difficultés. C'est une réalité parce que c'est quand même à l'école qu'on fabrique les futurs citoyens et c'est là aussi qu'on transmet les valeurs de la République et c'est là aussi où on apprend à vivre ensemble. Donc c'est très important. Troisième paramètre, moi j'ai toujours dit, dans la vie d'un gamin, ces gamins ils naissent pas loups, ils le deviennent. Tous les éducateurs, les adultes, qui traversent la vie de ces enfants-là, et notamment des filles en particulier, auxquelles je suis très attachée sur la question de l'émancipation. Ils doivent avoir le même discours, la fermeté sur les questions de laïcité, d'égalité, de fraternité, de justice aussi. Parce que ce qui tue nos quartiers en réalité, c'est ce sentiment profond que nos jeunes en particulier, et les filles de plus en plus, ont de cette injustice permanente qu'elles vivent. Et donc il faut aussi casser tout ça. Et moi je pense que pour arriver à repositiver, je dirais, la vision qu'on a de ces quartiers-là, c'est un vrai chantier, donc c'est un vrai programme politique. Et comment vous expliquez que ces femmes se soumettent à l'autorité d'un homme par Skype qu'elles n'ont jamais vu et qu'elles vont partir rejoindre? Et comment vous m'expliquez qu'une femme reste 30 ans avec un homme qui lui tape dessus? Comment? C'est psychique. Il y a quelque chose de très particulier. Moi, quand je fais mes réunions, quand je fais mes débats dans les banlieues ou en présence des jeunes, garçons et filles par ailleurs, toujours avec les copines et les copains de Ni pute ni soumise, on a toujours les garçons qui disent tout le temps la même chose sur la manière dont ils perçoivent les femmes. D'ailleurs, Zemmour, cet enfoiré pour le coup, a dit des choses qui étaient très dures par rapport aux mecs des cités en disant ouais, c'est eux qui sont les plus virils parce que c'est eux qui imposent aux femmes, etc. J'aimerais bien que lui vive ça et après on rediscutera sur la manière dont il pense cette chose-là. Mais les garçons, ils disent toujours la même chose. Mais les filles, elles sont elles-mêmes dans l'oppression sociale, l'oppression économique, l'oppression religieuse. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, à quel moment, alors que l'école parfois est compliquée, à quel moment ces filles-là,
elles ont un espace dans lequel elles peuvent sortir tout ce qu'elles pensent, tout ce à quoi elles aspirent, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, etc., ou tout simplement de vivre comme n'importe quel ado d'un quartier qui ne serait pas dans les quartiers au-delà du périph'. C'est ça la réalité. Et Internet nous échappe totalement. Vous avez des familles dans les quartiers, pour certains d'entre eux, les parents ne savent pas lire et écrire, ou maîtrisent mal le français, ou tout simplement ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et donc, vous avez des gamins qui échappent. Ce sont des gamins qui naissent pas lourds, mais qui, malheureusement, compte tenu du contexte, etc., ça ne justifie pas les conneries qu'ils font derrière. Au contraire, je les condamne et je les combats. Mais vous avez cette situation. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut que l'État et aussi toutes celles et ceux, donc les adultes qui interviennent auprès de ces enfants-là, et ces jeunes en particulier, eh ben, qu'ils aient le même discours et qu'ils regardent dans la même direction, et avec à la fois, vous avez des droits certes, mais vous avez aussi des devoirs. Merci, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle édition des Grandes Questions, avec François Bayrou, dont on parlait tout à l'heure, ancien ministre de l'Éducation nationale et peut-être futur candidat à l'élection présidentielle de 2017. À la semaine prochaine.